On s'est déjà demandé ce qui sépare une super idée d'une entreprise qui cartonne vraiment? Eh bien souvent, la réponse se cache dans les coulisses, dans un domaine qu'on oublie un peu, la gestion de production. Aujourd'hui, on va décortiquer cet art de transformer une simple étincelle en un véritable succès commercial. C'est la grande question en fait. Des idées géniales, il y en a des milliers tous les jours. Mais ceux qui arrivent à les transformer en entreprises solides, ça, c'est une autre histoire. Le secret, c'est la maîtrise de la production. Et on va voir ensemble pourquoi. Et voilà, on y est. L'objectif final, le but du jeu, c'est ça, créer un avantage sur les autres. Il ne suffit pas de fabriquer un produit, non. Il faut le faire mieux, ou plus vite, ou pour moins cher que la concurrence. C'est en optimisant chaque petite ressource qu'on arrive à se démarquer, que ce soit sur le prix ou sur la qualité. Allez, on se lance. Première étape cruciale. Imaginons qu'on crée une marque de sac à dos de super qualité. Avant même de penser à vendre, il y a une question fondamentale à laquelle il faut répondre. Combien ça nous coûte, très exactement, de fabriquer un seul sac? Pour analyser les coûts, en gros, il y a deux grandes écoles. La première, celle des coûts complets, elle cherche à répondre à la question, au final, combien me coûte ce produit tout compris? La deuxième, celle des coûts partiels, elle s'intéresse plutôt à, sur chaque vente que je fais en plus, je gagne combien réellement? Deux questions, deux stratégies bien différentes. Et là, franchement, c'est la partie facile. Les charges directes sont les coûts évidents, ce qu'on peut, pour ainsi dire, toucher du doigt. Pour notre sac, c'est le tissu, les zips, le salaire de la couturière, bref, c'est la base de notre calcul. Bon, et c'est là que ça se complique un peu. Comment est-ce qu'on attribue une toute petite partie du loyer de l'usine ou de la facture d'électricité à un seul et unique sac à dos? Ces coûts, ils sont absolument essentiels à la production, mais les répartir, c'est un vrai casse-tête. Et c'est là que ça devient assez malin. Pour qu'un coût abstrait comme le loyer finisse par se retrouver dans le prix du sac, il y a tout un parcours. D'abord, on rassemble tous ces coûts indirects par département. Ensuite, on choisit une clé de répartition, comme les heures de travail par exemple. Et enfin, on en attribue une petite part à chaque produit. C'est comme ça que l'invisible devient concret. Ok, changeons de perspective maintenant. Avec l'autre méthode, on ne se demande plus quel est le coût total, mais plutôt comment les coûts réagissent quand on produit plus. On fait une distinction très simple. D'un côté, ce qui ne bouge pas, peu importe la production, les coûts fixes. De l'autre, ce qui augmente avec chaque unité produite, les coûts variables. Le seuil de rentabilité, c'est un concept clé. C'est l'objectif de survie de n'importe quelle boîte. C'est le moment précis où on arrête de perdre de l'argent. En dessous de ce chiffre, on est dans le rouge. Au-dessus, chaque vente, c'est du bénéfice pur. 1540. Ce chiffre, il n'est pas anodin. Il représente un point de bascule. Ça veut dire que chaque sac vendu au-delà du 1540e, c'est du profit direct qui rentre dans les caisses. C'est le chiffre que toute l'équipe doit avoir en tête. Bon, maintenant qu'on a nos chiffres, une autre grande question se pose, une décision majeure. Est-ce qu'on devrait fabriquer ces sacs à dos nous-mêmes, dans notre propre usine, ou est-ce qu'il vaut mieux payer une autre entreprise pour le faire à notre place? C'est un arbitrage stratégique classique. Prenez Apple par exemple. Ils conçoivent leurs iPhones de A à Z, mais la fabrication, elle, est sous-traitée. Pourquoi? Ce n'est pas juste une histoire de coût, c'est aussi une question d'expertise, de capacité, et ça leur permet de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, le design et le logiciel. La bonne réponse dépend vraiment de la stratégie de chaque entreprise. Parce qu'un plan, c'est bien joli sur le papier, mais la réalité de l'usine, c'est souvent autre chose. Le contrôle de gestion, c'est exactement ça. Mesurer en permanence l'écart entre ce qu'on avait prévu et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Il faut voir ça comme notre score parfait en quelque sorte. Avant même de lancer la machine, on calcule un coût idéal, un standard. C'est notre référence, notre objectif à atteindre, ou encore mieux, à battre, pour chaque sac qui sort de la chaîne. Ce tableau, il raconte une histoire super intéressante. On voit qu'on a dépensé plus que prévu sur le tissu, donc ça, c'est un écart défavorable, mais en même temps, l'équipe a été plus rapide, plus efficace que prévu, ce qui a créé un écart favorable. Et au final, l'un compense l'autre et on s'en sort même gagnant. Et c'est là que tout l'intérêt de la chose apparaît. En analysant cet écart, on peut se poser les bonnes questions. Est-ce que le fournisseur a augmenté le prix du tissu ou est-ce qu'on a eu des pertes, du gaspillage? Cette analyse transforme un simple chiffre en un véritable outil de pilotage. Allez, on attaque la dernière pièce de notre puzzle de la production, la gestion des produits finis. Tous ces beaux sacs à dos qui sont prêts mais qui attendent dans l'entrepôt d'être vendus. Le fameux stock. Là, on touche à un vrai dilemme, un tiraillement constant. D'un côté, si on produit par petites quantités, on doit sans arrêt régler les machines, et ça coûte cher. De l'autre, si on produit d'énormes quantités d'un coup, on se retrouve avec un entrepôt plein, et ça aussi, ça coûte une fortune en stockage et en capital immobilisé. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Et heureusement, il y a une solution à ce casse-tête. C'est ce qu'on appelle le lot économique.
C'est la quantité de production parfaite, le sweet spot. On la calcule souvent avec une formule mathématique, le modèle de Wilson, qui trouve le juste équilibre idéal entre ces deux coûts qui s'opposent. C'est l'art de ne produire ni trop, ni trop peu. Donc si on met tout ça bout à bout, on voit bien que rien n'est laissé au hasard, tout est lié. Le calcul des coûts nous aide à décider si on doit faire ou faire faire, le suivi des écarts nous permet de corriger le cap en temps réel, et la gestion des stocks, elle, optimise tout le rythme de la production. C'est une machine bien huilée, une stratégie vraiment complète. Et on va finir sur cette question. Tous ces principes, ils ont été inventés pour les usines du début du XXe siècle. Ils forment encore aujourd'hui la base de la gestion de production. Mais à l'heure de l'intelligence artificielle, des usines robotisées et de la livraison le jour même, sont-ils encore à la hauteur? Vont-ils devoir être complètement réinventés? C'est le grand défi qui attend tous les managers de production aujourd'hui.